Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Et si on parle essentiellement d'entreprises de qualité, avons-nous une opportunité d'investissement sur Adobe? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Vous vous rappelez qu'au mois de, je pense que c'était au mois de mai ou février, on a parlé de, voilà, exactement. Donc, au mois de mai, on a parlé d'Adobe ici. Donc, on avait directement fait une analyse en prenant en considération la croissance, voilà, la croissance à long terme estimée par les analystes ici était aux alentours de 28 milliards d'ici 2027 par là. Donc, 28 milliards, donc par rapport à peu près au revenu que l'entreprise avait ici aujourd'hui, on était à peu près dans quelque chose aux alentours de 10% en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc, en prenant ce chiffre-là, on avait également estimé que par rapport à cette croissance-là, si on prend en considération 20 fois les bénéfices, des multiples de 20, 22 et 25, on avait à peu près, à 20 fois les bénéfices, on avait à peu près une valorisation à $474, à 22 fois les bénéfices, $521 et à 25 fois les bénéfices, $592. OK? Donc, retenez que le revenu ici, 28 milliards, c'est le revenu attendu. D'accord? Et sachez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer ici. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va plutôt valoriser la compagnie avec les éléments qu'on a présentement sous la main. OK? Je dis bien présentement sous la main. Tout en sachant qu'on pourrait avoir une croissance aux alentours de entre 5 et 10%. De plus, il y a de fortes chances que ce soit plus 10%. D'accord? Au moins sur les 5 prochaines années. Donc, moi, j'aime acheter les compagnies de croissance sans prendre en considération la croissance ici. Donc, ça veut dire que le prix que vous allez me donner ici aujourd'hui, si la croissance s'arrête net aujourd'hui, il y a de fortes chances que je récupère au moins mon argent. Et c'est ça qui m'intéresse. OK? Donc, les entreprises de croissance également doivent être des entreprises rentables. Donc, tout en sachant que est-ce qu'on a atteint notre pleine rentabilité en termes de marge? Parce qu'une entreprise peut avoir 5% de marge bénéficiaire ici alors que c'est une compagnie de croissance, alors que réellement, le 5% de marge bénéficiaire ne représente pas sa véritable marge quand elle va atteindre son point maximum en termes de croissance. OK? Donc, enfin, quand la croissance va commencer à ralentir de plus en plus. Par exemple, si une entreprise a 5% de marge ici et que, voilà, au niveau de quand elle atteint son maximum en termes de croissance ici, elle peut commencer maintenant à se concentrer sur l'augmentation des marges vous allez vous rendre compte que le 5% de marge qu'on avait ici aujourd'hui pourra être un 15% de marge, par exemple. Donc, c'est important de connaître l'objectif en termes de rentabilité du management. Pas juste en termes de croissance, mais l'objectif en termes de rentabilité, c'est ça qui devrait plus nous intéresser même que toute autre chose. OK? Donc, alors, dans ces résultats, ils sont bons, ils sont vraiment bons en fait. Ce sont de bons résultats trimestriels, que ce soit au niveau des revenus, que ce soit au niveau des marges, que ce soit au niveau des free cash flow. Tout est bon en fait. La croissance attendue, c'est exactement ça qu'on a eu ici, sinon plus. D'accord? Donc, et Adobe, qu'est-ce que le marché fait? Moins 16% à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Moins 16% pour Adobe. Moins 16%. Donc, si on le prend ici par rapport au market cap, par exemple, on a tué combien, on a enlevé combien en termes de market cap? Alors, capitalisation boursière, j'attends qu'il charge ici. Dans tous les cas de figure, donc on le prend ici, on prend sur les 3 derniers mois. Donc, on était à peu près avant la date d'aujourd'hui, un mois, voilà. Donc, avant aujourd'hui, on était à peu près à 173 milliards, près de 30 milliards de différence, d'accord? On a à peu près perdu, disons, 29 milliards à peu près, une perte de capitalisation boursière de près de 29 milliards en une journée. Alors, à quoi c'est dû? Parce que ce n'est pas dû au résultat. C'est dû en fait au fait que l'entreprise va faire l'acquisition de Figma. Figma, je ne connais pas cette entreprise, mais j'en ai déjà entendu parler. Vous savez qu'on est nous sommes dans l'économie des créateurs de contenu. Donc, à la fin de la journée, on essaye de se renseigner par rapport aux meilleurs logiciels à utiliser, etc. Moi, présentement, j'essaye de voir à peu près comment est-ce que je vais faire pour bâtir un site web. OK? De moi-même. Donc, juste en termes de culture générale. Donc, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et on parle beaucoup de Figma. Figma. Et ça m'a fait rire, en fait, parce que quand j'ai vu la nouvelle aujourd'hui, je me suis dit, ah, mais c'est un peu logique. Parce que en tout cas, dans ce domaine-là, je ne sais pas. Je parle en tant que profane, avec une vue de loin. Pour ceux qui sont web designers, ici, vous pourrez nous dire en commentaire, est-ce que Figma est un bon fit pour Adobe, selon vous? Moi, je pense que oui. OK? Je pense que oui. Mais si vous avez à peu près un avis contraire, laissez-le moi savoir. Donc, ce n'est même pas l'entreprise en tant que telle, c'est surtout le prix qui a été payé, le prix. Ils ont payé 20 milliards de dollars pour acheter Figma. D'accord? Figma n'a que à peu près 400 millions de dollars en termes de revenus. Récurrents, bien sûr. 400 millions. Donc, ça dit qu'ils ont payé l'entreprise à 50 fois les revenus.
Et Figma exerce dans un segment d'activité dans un segment d'activité qui a une taille totale en termes d'opportunité de marché, en termes de taille de marché, une taille de 16,5 milliards. Donc, ça veut dire que si vous prenez 100% de ce marché-là en date d'aujourd'hui, c'est 16,5 milliards maximum. OK? Et Figma ne pèse que 400 millions. Évidemment, il faut aller voir, est-ce que c'est un marché qui est segmenté, etc. Est-ce qu'Adobe est déjà sur ce marché-là, etc. Donc, on peut se dire ici que Figma, littéralement, peut au moins avoir 10% ici de ce marché-là. Si on se base sur le passif de cette compagnie ici, d'Adobe, et si on se base également sur la qualité même de Figma en tant que tel. Mais attention, vous constatez également que c'est une entreprise entre l'année passée, 2021 et 2022, enfin, quand je dis 2021, entre 2021 et 2022, on va le dire comme ça, l'entreprise gagnait à peu près 200 millions en 2021 et on va dépasser les 400 millions en 2022, soit une croissance de 100%. Alors, si on réagit bêtement ici, voilà, admettons que c'est une entreprise qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices ici. Donc, si on paye 20 milliards ici, donc divisé par 25 fois les bénéfices, ça veut dire qu'on doit avoir des bénéfices nets à peu près, ou bien des free cash flows autour de 800 millions. 800 millions ici, maintenant, on cherche la marge. Si on prend la même marge que Adobe, parce qu'Adobe a des marges de free cash flow de 40-41% ici, ok, sachez que Figma a un grosse margin de 90%. Donc, de là à avoir 40%, c'est possible. Ok. Donc, si on se dit qu'on prend la même marge que Adobe ici aujourd'hui, l'ensemble des produits d'Adobe, ça veut dire que techniquement, nous avons une compagnie ici qui, à partir de 2 milliards de revenus, pourrait nous permettre de récupérer notre somme de départ, qui est de 20 milliards. Pourrait être valorisée réellement, sans prendre en considération la croissance, pourrait être valorisée à 20 milliards. Ok. Évidemment, maintenant, ça veut dire qu'on a besoin d'une croissance de faire x5 ici en termes de revenus pour pouvoir justifier ce prix-là. OK? Donc, techniquement, ça revient à 37% de croissance ou à peu près 40% de croissance sur les 5 prochaines années en moyenne. Et je vous rappelle qu'entre 2021 et 2022, elle a fait plus 100%. D'accord? Fois 100. Pas plus. Elle a doublé son revenu entre ces deux périodes-là. OK? Donc, il y a de fortes chances que ce soit plus élevé, que le revenu, la croissance soit au moins de 50% l'année prochaine, parce que la croissance tend à diminuer, donc faites attention par rapport à ça. Également, c'est la structure même de cette acquisition-là qui dérange un tout petit peu, enfin, qui dérange le marché un tout petit peu. Parce que Adobe va payer la moitié de ce 20 milliards-là en cash et l'autre moitié en actions. Ça veut dire que vous allez être dilué. Ça représente combien ici aujourd'hui? Si on doit prendre 10 milliards ici, je ne sais pas à quel prix ils se sont entendus. Disons qu'ils sont entendus à $300 l'action ici. D'accord, ça veut dire qu'ici, on va émettre à peu près près de 30 millions d'actions à peu près qu'on va devoir émettre pour pouvoir justifier ce prix-ci. D'accord? Donc, au niveau de la dette, il n'y a pas de souci parce que c'est une entreprise qui rapporte à peu près 7 milliards et ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir repayer la dette rapidement. Donc, c'est ça qui fait peur au marché en tout cas. Donc, moi ici, la question que moi je me posais, c'est de savoir quel est le passif de ce PDG-ci. Il me semble que le PDG d'Adobe soit un très bon gestionnaire. Si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un qui est... voilà, je vais juste aller regarder ça ici, le CEO d'Adobe. Donc, on va juste aller regarder ça ici. Parce que si vous avez un CEO qui a l'habitude de faire des acquisitions, d'accord, et que ces acquisitions-là s'avèrent être de bonnes acquisitions, il y a de fortes chances qu'il continue sur cette lancée-là. Donc, c'est ce que je me dis par rapport à Adobe. Elle me dit que si on a un PDG qui a l'habitude, oui, on a l'habitude de faire des acquisitions ici. On a fait une grosse acquisition ici en 2019. Donc, on a également fait une autre acquisition ici en 2021. Donc, c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions. Donc, je vais juste voir à peu près le PDG ici, CEO. OK, il s'appelle Shantanu Narayan. Shantanu Narayan, il est PDG depuis 2007. Alors, on va juger la performance. Depuis 2007, rien à dire. Hein. Regardez, en termes de revenus, je ne parle même pas de... je vais juste regarder la performance en termes de revenus. Parce que laissons la capitalisation boursière de côté. Jugeons la performance par rapport aux revenus. Alors, je vais juste fermer ça ici. Fermer. On va prendre ici revenu. Voilà, total revenu, validé. Et on le pose. On va prendre les revenus ici de 2017. D'accord? Bon, on va prendre sur les 2007 plutôt. En 2007, on était à peu près à des revenus de combien? 2 milliards 500. Nous sommes à combien aujourd'hui? 16 milliards. OK? C'est bien les revenus, n'est-ce pas? Admettons maintenant, prenons les free cash flow.
Est-ce que ces revenus-là ont été des revenus qui ont généré du free cash flow? On voit ici que les free cash flow ont toujours été positifs. En 2007, nous avions des free cash flow aux alentours de 700 millions ici. En date d'aujourd'hui, nous avons des free cash flow aux alentours de près de 7 milliards. Donc, je pense que la stratégie du PDG fonctionne. Donc, on peut se dire ici que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, en achetant Figma à 20 milliards, je pense que je ne pourrais pas dire qu'il a surpayé parce que je ne connais pas Figma. Je ne connais pas le potentiel j'ai le potentiel de croissance de Figma ici quand on me donne la taille de marché. Donc, dépendamment également de l'utilité de Figma, on pourra se dire que peut-être c'est quelque chose comme Premiere Pro. Donc, c'est-à-dire que si on commence à l'utiliser, on est directement addict et on n'a pas envie de changer pour autre chose. Ou bien c'est tellement facile à utiliser que voilà, c'est tellement facile et moins cher, abordable à utiliser que voilà, on peut se dire que ça peut se démocratiser. OK? Donc, je pense que c'est par rapport à l'acquisition qu'on perd un 16% ici. Mais on s'en fout de voir ce qu'il y a, le marché pense en date d'aujourd'hui. Pour moi, ça représente une opportunité. Ça représente une opportunité ici parce que je vous ai dit, quand vous lisez les rapports financiers, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, quelles sont les perspectives à court terme et quel est l'état du bilan. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Techniquement, la même chose que d'habitude. Le produit est toujours attrayant. On a de plus en plus de subscriptions, d'abonnements. Et on continue sur une tendance de croissance de 10% ici. Donc, je vous encourage vivement à aller lire le document financier. C'est le plus long ici. Donc, prenez celui qui est à ce niveau-ci parce qu'il y en a 3. Il y en a 1, 2, 3, donc à peu près 4, 5, peut-être 5 documents même à la fin de la journée. Donc, prenez celui-ci. Donc, celui-ci, c'est celui qui est Earning Strip and Slide et lisez-le. C'est celui sur lequel on explique les différents slides ici. Donc, on va vous donner les revenus, quelqu'un va commenter, etc. Dans tous les cas de figure, on s'attend à peu près à avoir une croissance aux alentours les prévisions à court terme ici sont de l'ordre d'à peu près 10% de croissance, d'accord, sur l'année en cours. D'accord, sur l'année en cours, ils s'attendent à peu près à avoir aux alentours de 10% en moyenne. Maintenant, si on prend en considération l'impact du taux de change, ça peut aller jusqu'à 15% de croissance par rapport aux revenus de l'année passée. Et également, ça prend en considération par rapport au free cash flow de l'année passée. Ok, donc les revenus vont être croissants d'au moins 10%, les free cash flow également d'au moins 10%. Ok, donc si on prend les 9 derniers mois ici, ils sont à 7,57$ en termes des bénéfices par action. Donc, si on prend par rapport au trimestre actuel, donc on prend plus de $2 ici. Donc, on a à peu près, si on a à peu près la même chose l'année prochaine. Enfin, les trimestres, d'ici la fin de l'année, on sera à peu près à $10 ajustés par action. Voilà, ce qui est totalement justifiable ici. Ça, c'est juste les bénéfices nets. Je ne parle même pas des free cash flow ici. Donc, moi, j'aime ce que je vois ici sur Adobe. En lisant ces résultats-là, j'aime ce que je vois. Revenus croissants, marge croissante, dette gérable, acquisition, oui, une acquisition qui pourrait être une bonne acquisition, d'accord, sous réserve de l'utilité de ce produit-là. On va un peu creuser un tout petit peu dessus. Donc, n'hésitez pas à aller regarder c'est quoi Figma. Mais dans tous les cas de figure, ce 16% ici représente de baisse, il représente une opportunité d'investissement pour moi. Donc, quand on va essayer d'analyser la compagnie ici aujourd'hui, d'accord, en prenant en considération les résultats actuels, donc on va se dire ceci. OK, nous avons une entreprise ici qui génère à peu près 6 milliards 860 en termes de free cash flow. On va prendre les free cash flow estimés ici juste pour voir à peu près à quoi s'attendre. Alors, on prend l'estimation des années parce que c'est une entreprise facile à évaluer dans le sens où les revenus sont récurrents. Ce sont des revenus dus à des abonnements. Donc, ici, c'est plus récurrent, c'est plus stable. Donc, on peut les prévoir très facilement. Alors, forward estimate, donc on va voir forward estimate en termes de free cash flow, on cherche le free cash flow, ok, on a le free cash flow ici, par rapport, attention, c'est toujours les prévisions des analystes, faire attention par rapport à ça, donc free cash flow, consensus average, donc la moyenne du consensus ici, donc on prend ça, on prend fiscal year 1, ok, on s'attend à peu près à avoir aux alentours de 7 milliards 300 d'ici la fin de l'année. C'est ce qui est ce sont les prévisions de cette année-ci. On va mettre 7 milliards, on va faire simple, 7 milliards. On va s'attendre à 7 milliards ici, ok? C'est une entreprise ici qui se négocie généralement à combien de fois les free cash flow. Donc, on prend ici la marge des free cash flow ici. Free cash flow per share, free cash flow, ok, c'est ça ici, price to free cash flow. Donc, on va mettre ici la moyenne, d'accord? J'ai une préférence pour la médiane, mais bon, je vais mettre la moyenne ici, ça ne dérange pas de toutes les façons. Je pense qu'on aura toujours une bonne information. Donc, on va fermer ça, et on prend la moyenne ici. OK, on bloque, et voilà. Donc, sur les 20 dernières années, le marché paye 26 fois les bénéfices pour cette compagnie. Pour les 10 dernières années, le marché paye 33 fois les bénéfices.
pour les 5 dernières années, le marché paye 38 fois les bénéfices. Actuellement, on est à 21 fois les bénéfices. Donc, disons que le marché va payer 25 fois les bénéfices. Et c'est déjà assez prétentieux, ça inclut déjà, c'est assez prétentieux parce que moi, je serais poussé à prendre 20 fois les bénéfices, surtout dans la période actuelle, parce que je sais que l'augmentation des taux d'intérêt va aller avec diminution des multiples. Donc, n'oubliez pas. Donc, c'est déjà assez entreprenant ce que je suis en train de faire là. C'est juste pour voir le maximum jusqu'où on peut aller si on ne prend pas en considération la croissance. D'accord? À 25 fois les bénéfices, ici, on est à peu près à 175 milliards. Ici, l'entreprise n'a pas de dette. Ok, elle n'a pas de dette significative en date d'aujourd'hui, donc je ne vais pas prendre ça en considération. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de dette, elle a zéro dette, donc, mais elle n'a pas de dette significative. Tout en attendant qu'elle prenne qu'elle fasse l'acquisition de la compagnie, de l'autre compagnie ici, en date d'aujourd'hui, on va se dire que si dette il y a, ça sera une dette à peu près de 10 milliards. Et techniquement, ils ont assez de cash en main présentement, plus les free cash flow qui vont arriver pour repayer cette partie liée à l'acquisition là, parce qu'ils vont payer 10 milliards en cash et le reste en actions. Donc, ils vont émettre à peu près 33 millions d'actions ici, à peu près, en prévision. Donc, si on regarde ici, il n'y a pas de dette. Maintenant, en termes de nombre d'actions, en date d'aujourd'hui, on est à 473 millions. Admettons qu'on émette 30 millions d'actions pour financer cette acquisition. Si on va être aux alentours des 500 millions. Ça, je le fais comme ça rapidement de tête. OK? Donc après ça, on ira voir quelles seront les prévisions, les précisions, etc. dans les mois à venir. De toutes les façons, l'acquisition ici va peut-être être bouclée d'ici le premier trimestre 2023. À voir, d'accord? Donc, ou bien au courant de l'année 2023. Donc ici, si on prend à peu près divisé par 500 millions d'actions. OK, on estime qu'on ajoute 30 millions d'actions ici aujourd'hui, donc par rapport à la différence liée à la partie qui sera payée uniquement en actions. Donc, ça va représenter ici 350 $ l'action. Et je n'ai pas pris en considération, ça n'inclut pas ici les marges de la nouvelle entreprise, etc. Je ne sais même pas si elle a des marges en date d'aujourd'hui. Mais dans tous les cas de figure, ça, c'est uniquement Adobe en état stationnaire. Donc, Adobe en état stationnaire à 25 fois les bénéfices. D'accord, avec une marge, avec des free cash flow de 7 milliards ici, c'est-à-dire que les free cash flow attendus cette année-ci, on pourrait se dire qu'on peut s'échanger ici à 350 $ l'action. Admettons même que je prends 20 fois les bénéfices, ça donne combien? À 20 fois les bénéfices, on sera aux alentours de 280 $ l'action, proche de 300 $ ici. Donc techniquement, le prix actuel n'inclut pas la croissance. Ça n'inclut pas la croissance du tout. Donc, on a un bon prix d'achat ici. Maintenant, si croissance, admettons qu'on a une croissance de 10% sur les 5 prochaines années ici, ça revient ici à multiplier ici par 1.6. Donc, quand on fait ici 1.1 exposant 5 ici, ça donne ici 1.6. Donc, quand on prend ici 10%, parce que les gens ne comprennent pas, quand je dis 10%, vous faites ici 10 divisé par 100, ok, ça vous donne ici 0.1, plus 1, d'accord, exposant 5, ça vous donne ici 1.61. OK? Donc, le revenu, les marges ici vont croître, les free cash flow en année 2027 seront à peu près de 61% supérieurs à ce qu'on aura cette année-ci. Donc, si tout se passe bien, on a 7 milliards cette année-ci, et que tout se passe bien dans les années à venir, d'accord, et qu'on s'échange toujours, disons, à 25 fois les bénéfices, ok, divisé par le nombre d'actions actuelles qui ne changent pas et que la dette reste toujours à zéro, on aura une valorisation aux alentours de 563 $ l'action. Si on s'échange à peu près à 20 fois les bénéfices, on aura une valorisation aux alentours de 450 $ l'action. OK? Donc, vous savez que moi, j'aime bien acheter l'entreprise ici en me gardant une marge de sécurité de 60% ici. Ça veut dire que techniquement, si je devrais acheter cette entreprise ici avec 20 fois les bénéfices, plus la croissance de 10% ici, donc j'aimerais l'acheter aux alentours de 270 $ l'action par là. C'est pour ça que je dis qu'en achetant l'entreprise en date d'aujourd'hui, tout ce qui va suivre, c'est que du bonus. Donc, si croissance est plus élevée, tant mieux. Si augmentation des marges, tant mieux. Mais déjà, tout ce que nous avons ici aujourd'hui doit être en état stationnaire. C'est la raison pour laquelle je dis qu'Adobe, c'est une entreprise sur laquelle on a une opportunité d'investissement. Et en période de récession, ou bien en période d'inflation, privilégier les compagnies qui n'ont pas de dépenses en capital élevé. Et c'est le cas d'Adobe. C'est essentiellement du logiciel, c'est essentiellement du code. Et quand vous commencez à utiliser un produit d'Adobe, il est très difficile pour vous de changer. L'économie des créateurs de contenu est de plus en plus développée. Laissez-moi vous dire que Adobe va être de plus en plus développé. Et tout le monde est créateur de contenu, hein. Les entreprises comme les personnes. D'accord? Donc, faites attention. Donc, le marché est assez large et il aura tendance à croître dans le futur. Donc, moi, je pense que nous avons une opportunité d'investissement ici pour Adobe. Le maximum ici, mon prix ici, sans prendre en considération la croissance, on sera aux alentours de 350 $ l'action. OK? Si on prend maintenant en considération la croissance de 10%, etc., on le dit bêtement comme ça, on va s'attendre à peu près aux alentours de 450 $ l'action. OK? Donc,
Aujourd'hui, on a une opportunité d'investissement. Maintenant, avant d'acheter cette compagnie-ci, allez lire sur la compagnie. OK? Si vous ne lisez pas en anglais, n'achetez juste pas. Passez à autre chose. OK? Je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez faire pour traduire, etc. Dans tous les cas de figure, ça reste une belle entreprise. Pour ceux qui utilisent Figma, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne acquisition pour Adobe. Je sais que le prix peut sembler un peu trop élevé, mais je pense que le prix ici, si on regarde, si on revient 5 ans plus tard et que la croissance est justifiée ici, je pense que ce prix-là sera déterminé, va peut-être représenter un style. D'accord? Peut-être que ça serait on va se rendre compte qu'ils ont payé un juste prix à 20 milliards. Ou bien ils ont payé un très petit prix à 20 milliards. OK? Pour le moment, ça semble être énorme. Prenez l'exemple, quand YouTube a acheté, quand Google a racheté YouTube à 1 milliard et poussière, on pensait que c'était trop cher. Ils ont surpayé. Quand Zuckerberg a racheté Instagram, on lui a dit qu'il a surpayé. Or, aujourd'hui, l'histoire montre que non, pas du tout. Quand Disney a racheté Marvel, on leur a dit qu'ils ont surpayé. Pourtant, avec 4-5 films, on a remboursé tout l'argent qu'on a pris pour Marvel. D'accord? Donc, les acquisitions, c'est toujours bien. C'est toujours un peu compliqué de les voir à peu près à long terme, mais c'est le rôle du management, c'est la stratégie. C'est grâce à la stratégie qu'il y a la croissance. Donc, n'hésitez pas à aller lire vos rapports financiers. Mon prix ici pour cette compagnie sans croissance, c'est $350 l'action. Donc, ça représente déjà une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, toute croissance supplémentaire, toute augmentation des marges supplémentaires, ça ne sera que du bonus. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.